c'est vendeuse aux Galeries Lafayette. Voilà, pour le côté plus avoir un job, une rentrée d'argent régulière. Mais ça te motive en plus, hein. Quand tu veux faire un métier comme ça qui est un peu compliqué à mettre en place, en tout cas au début, surtout avec ce côté saisonnier. Continuer d'avoir des petits jobs à côté, ça te motive beaucoup. Parce que quand tu fais ces petits jobs, tu te dis, je veux être autonome avec mon projet, je veux que ça marche, je veux pas faire ça tout le temps. Donc c'est très motivant. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. La semaine dernière, je n'avais plus de voix. Comme vous pouvez voir, elle est un petit peu revenue, mais pas totalement. Je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux pour mon webinaire « Pourquoi et comment trouver sa mission de vie ?» et écouter sa petite voix. Le replay est encore disponible quelques jours, alors ne perdez pas une minute. Vous trouverez le lien sur le site pourquoipasmoi.co et dans ma bio sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Claire. Je la connais depuis plusieurs années et j'avais très envie de lui tendre mon micro. J'ai vu naître son entreprise et je trouve ça incroyable le chemin qu'elle a parcouru. Claire a fait une école d'art appliqué et s'est spécialisée dans le textile. Son premier travail était donc le design de textile. En parallèle, elle avait un blog, qu'elle a toujours, sur l'univers du jardin. Elle avait juste l'envie de partager la transformation de sa terrasse et partager ses astuces. Un jour, elle a eu l'opportunité de designer la terrasse d'une boutique, puis d'un particulier, et l'aventure était née. Claire s'est créé un métier sur mesure, concepteur de terrasses et jardins. Elle s'est lancée toute seule, son mari l'a rejoint il y a maintenant quelques années. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Claire Delahaye. Bonjour Claire. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Alors, pour me présenter, j'ai choisi de sélectionner un objet que j'ai souvent autour de moi, mais qu'on a un peu tous chez nous aussi, qu'il y a dans presque tous les jardins. C'est un pot en terre cuite. Un pot en terre cuite, celui qu'on va utiliser pour faire du rempotage, faire des boutures, celui qui est dans tous les jardins, qui était déjà dans les jardins de nos grand-mères, arrière-grand-mères, et qui continue aujourd'hui de nous accompagner. Et cet objet, depuis quand tu fais toi du rempotage ? Je l'ai toujours fait. Je le faisais déjà quand j'étais petite dans le jardin de ma mère. Et quand j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, et le premier appartement de toute ma vie, en devenant étudiante à Paris, j'ai commencé tout de suite en fait. Je crois même que je suis partie avec des pots que j'ai dû emmener de chez ma mère. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Alors au début, c'était sur le rebord d'une fenêtre. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir un grand jardin et de dessiner des jardins. Donc, je mets des pots chez tout le monde. mais c'est un objet, je trouve, tout simple, que beaucoup de gens ont et qui traverse les époques, qui est tout simple, voilà, qui me plaît bien. Est-ce que tu peux nous raconter là où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai grandi en Normandie. Mais dans une partie de Normandie tout en bas, vraiment collée à la région parisienne. Mais souvent, quand j'explique aux gens d'où je viens, je dis pas région parisienne, sinon ils ont en tête quelque chose de très urbain, vraiment très construit. Alors qu'en fait, je viens d'un tout petit village qui s'appelle La Roche-Guyon et qui est sur le bord de la Seine entre Paris et Rouen. Et c'est très vert, c'est vraiment des collines, c'est très verdoyant. Donc, tu as grandi dans la nature ? J'ai grandi dans la nature, ouais, vraiment avec le portail du jardin qui donne dans les collines, la présence de la nature partout. Même à l'école, l'école se finit vraiment en forêt, tous les champs autour, la nature partout. Et quel type du coup de petite fille t'étais ?
Je pense que je devais être assez curieuse. En tout cas, j'étais très autonome parce que le fait d'avoir la nature autour de soi comme ça, justement, ça fait que les parents sont pas inquiets, qu'ils nous laissent faire ce qu'ils veulent. Donc, je pense que j'étais pas souvent à la maison en fait. J'avais, euh, j'avais très envie d'explorer. On avait des cabanes partout avec mes amis. Donc, on avait des espèces de mini mondes à nous tout autour de la maison, avec des univers différents en fonction des âges forcément, mais il y avait toujours quelque chose de connecté en effet à l'extérieur, ça c'est sûr. Ça se passait dehors, j'étais tout le temps dehors, et quelque chose aussi, oui, par rapport soit au jardin, ou soit aux collines, aux champs. On était tout le temps dehors. Et à cette époque-là, quand tu étais une petite fille, tu te disais, quand je serai grande, c'était quoi tes rêves? C'est marrant, je m'en souviens pas trop, mais je me souviens que quand on était au collège et qu'il fallait qu'on choisisse ce qu'on voulait faire, j'avais demandé à faire un stage chez un fleuriste. Et finalement, on n'avait jamais trouvé, parce que j'étais vraiment dans un petit coin un peu paumé, on n'avait jamais trouvé de fleuriste qui avait bien voulu me prendre en stage. Donc, j'avais pas fait ça. J'étais finalement partie chez des tisserands, dans un atelier de tissage. Et c'est drôle, puisqu'après, finalement, j'ai travaillé aussi dans ce domaine-là. Enfin, j'ai fait des études dans ce domaine-là, donc il devait y avoir quelque chose. Mais la première volonté, en tout cas, quand on avait commencé à parler d'orientation professionnelle, c'était d'aller chez un fleuriste. Mais je m'étais pas dit, je vais dessiner des jardins, ça c'est sûr. Ouais. Et au moment justement de choisir du coup tes études, comment ça s'est passé pour toi? Au moment de choisir les études, du coup, c'est plus tard, et c'est rigolo parce que j'avais été à l'époque, c'était pas comme maintenant où on va sur Internet, on trouve plein d'infos, donc on allait dans un CDI, Centre de documentation et d'information. Il y avait plein d'espèces de grands classeurs avec je me souviens une façon de remplir des questions, de répondre à des questions pour arriver dans un espèce d'entonnoir en fait qui te disait quelles étaient les options pour toi. C'est drôle, je sais pas comment c'est maintenant. Et ce type de recherche m'avait amené vers des écoles qui sont des écoles à Paris, des écoles publiques qui s'appellent les arts appliqués. Et dans les arts appliqués, il y avait plein de choses qui ressemblaient à ce que je voulais faire. Il y avait du design d'espace, on pouvait faire du tissage, on pouvait faire de la mode, on pouvait devenir plasticienne ou aménager des vitrines pour des magasins, faire des décors, des choses comme ça. Tout ça, ça me plaisait, et c'était rassemblé par ces plusieurs écoles qui s'appellent les arts appliqués. Et j'étais toute contente de ma trouvaille parce que je me suis dit, ouais, super, ça correspond exactement à ce que je veux. Et j'étais rentrée chez moi, je me souviens, en disant aux parents, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. Je veux aller dans une école qui s'appelle Dupereux. Et ma mère me dit, mais Dupereux, t'es sûr que c'est pas Dupéré? Il y a des accents, c'est Dupéré. C'est l'école que j'ai faite, en fait. Et je le savais pas, et j'avais trouvé la même école que ma mère. Parce que du coup, ta maman, elle faisait quoi comme métier? Ma mère, justement, avait fait les beaux-arts d'abord et après les arts appliqués. Et elle est céramiste. Et elle avait fait le DMA céramique, donc c'est diplôme des métiers d'art céramique, dans cette école, justement, les arts appliqués du Perret. Mais je ne le savais pas, enfin, j'avais pas compris que c'était là qu'elle était allée. Je savais juste qu'elle avait fait des études à Paris. D'accord, c'est fou. Et ton papa, il faisait quoi? Enfin, il fait toujours quoi d'ailleurs? Il est conseiller en communication pour des entreprises, pour différentes entreprises, mais beaucoup dans le social. Et sinon, il écrit des livres aussi sur les plantes, le plus souvent. Et depuis quand il écrit des livres sur les plantes? Oh, depuis très longtemps, depuis que je suis petite, il a beaucoup travaillé avec Actes Sud, et notamment donc dans l'édition de petits sujets, de petits livres en fait, qui sont à chaque fois qui vont prendre une plante ou un arbre en particulier, je sais pas, le pommier, voilà, qui va du coup parler de cet arbre et le présenter aussi bien scientifiquement qu'au niveau de son histoire et tout ça. Et au-dessus, dans la génération au-dessus donc de tes grands-parents, il y avait aussi une fascination et un amour pour les plantes, ou c'est né avec la génération de tes parents? Non, ça vient vraiment, c'est peut-être plutôt mes parents, même si j'avais quand même un arrière-grand-père qui peignait beaucoup, Ernest de Surmont, et lui, c'était vraiment un passionné. Bon, c'était plutôt un industriel du Nord au niveau de son métier, mais sinon, c'était un passionné de peinture, et il peignait beaucoup, et il peignait vraiment voilà, c'était très tourné vers l'observation de la nature. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose par là aussi qui me plaisait dans le choix des thèmes, et puis l'utilisation des couleurs, des choses qui ont pu revenir après. Mais sinon, après, je sais pas, non, il n'y a pas
À part aller dans le potager de ses grands-parents, c'est sûr, quand t'es petit, ça c'est super. Mais c'est des choses simples, mais que tout le monde faisait et que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, tu vois, on fait une petite parenthèse. J'ai interviewé Arnaud Douin qui a monté le Country Lodge. Et en fait, Arnaud, il avait fait un constat, c'est qu'il dit quand il y a beaucoup de personnes de notre génération à nous qui allaient chez ses grands-parents où il y avait un potager et compagnie. Sauf que la génération de nos parents, donc les grands-parents de nos enfants, de la génération de nos enfants à nous, ne vivent pas ça en fait. Et du coup, il disait via le Country Lodge qui permet un retour à la nature. Et c'est vrai que moi, tu vois, j'ai grandi à Paris. J'avais la chance de pouvoir aller à la campagne quasiment tous les week-ends, mais je me rappelle, moi, mes copains de l'école, il y en a beaucoup qui connaissaient la campagne uniquement via le salon de l'agriculture, quoi. Et ouais. Vous n'avez pas ce côté aller vraiment dans un vrai jardin, voir les choses pousser. Ouais, la vraie vie, quoi. La vraie vie. Et puis, tu comprends, un jardin, tu le comprends aussi quand il va régulièrement. Si tu vois qu'un potager, une fois dans ta vie, tu vas croire un enfant, il peut croire que c'est comme ça tout le temps. Alors que si c'est chez quelqu'un que tu connais, tes grands-parents ou dans ta famille, il y a un truc de cycle, de saison aussi qui t'aide à comprendre comment ça fonctionne. L'excitation des récoltes et tout. Non, c'est sûr que c'est super. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font ce parallèle-là, dans notre société où on est quand même toujours à vouloir courir après le temps et qui disent reconnectez-vous avec la nature et vous verrez bien que votre potager, vous n'avez pas des récoltes toute l'année et ça apprend vraiment la patience. Et d'ailleurs, tu vois, dans plus en plus d'écoles, notamment, tu vois, les enfants dans leur école, il y a un potager pour justement apprendre aux enfants la patience et puis de se dire, il y a un moment où on n'est pas sur Amazon, on n'est pas sur Amazon, c'est livré le soir, quoi. Oui, c'est sûr, je comprends. Et du coup, quand tu as dit à tes parents que tu voulais faire cette école, j'imagine que du coup, ils étaient contents. Ah ma mère était super contente parce que c'était rigolo que toute seule j'arrive, toute seule mais aussi forcément bercée par tout ce que j'avais eu comme éducation, hein, mais que toute seule j'arrive à cette envie d'aller dans cette école les arts appliqués du Perret. Donc elle était contente et ils m'ont toujours encouragée, même si c'était pas des cursus qui sont très on va dire très habituels, où on ne sait pas exactement sur quel métier on va déboucher. Ils m'ont toujours encouragée parce que même tous les deux, ils avaient fait leur cursus pas forcément exactement comme on l'imagine et pour après se créer des métiers qui leur ressemblaient. Donc de ce côté-là, moi j'ai pas eu d'obstacle, quoi. On m'a encouragée, aidée, compris. Ça c'est vraiment super. Je pense que quelqu'un qui doit commencer ses études en se battant contre sa famille pour faire valoir son envie et tout, ça va être très différent. Très soutenu par ça, et presque un peu trop, parce qu'il y a un moment dans tes études où tu te dis ah mais je fais quoi après en fait. On m'avait pas dit que ce serait si compliqué par rapport à mes autres amis qui ont un métier qui les attend derrière, qui est sûr, ils savent déjà où ils vont aller, quel cabinet ils vont reprendre ou dans quels endroits ils vont pouvoir s'installer pour faire leur nouveau métier, combien ils vont gagner. Tout est très peut-être un peu moins excitant, mais très clair. Et il y a un moment, je me souviens, en approchant vers la fin de mes études, où j'en ai un peu voulu, pas forcément à mes parents, hein, mais plutôt à l'ensemble des professeurs et des enseignants qui te font rêver, mais qui en même temps te donnent pas beaucoup de pistes sur ce que tu vas vraiment pouvoir faire après. Donc ça, c'était pas évident. Et d'ailleurs, c'est vrai, puisque c'est ce qui s'est un peu passé quand je suis sortie. Je me suis rendu compte que c'est pas facile de trouver du travail dans mon domaine. Il faut savoir qu'après, là je parle de Duperré, mais après Duperré, je suis allée dans une autre école, toujours une école nationale, donc gratuite, publique, et qui m'a spécialisée dans un domaine en particulier, c'était le textile. Okay. À Duperré, j'avais bien aimé, j'avais touché à plein de choses différentes, la couleur, la matière, c'est vraiment très expérimental, mais quand même axé vers l'objet. À la fin, c'est pas vraiment les beaux-arts où tu pars dans tous les sens, je pense encore plus, et tu n'as pas d'objet fini. Les arts appliqués, quand même, tu fais des recherches, mais qui s'appliquent à un domaine, à un objet. Ça peut être aussi bien, je sais pas, dessiner une collection d'art de la table ou une voiture, mais il y a quand même un objet ou un produit fini à la fin à laquelle tes recherches s'appliquent, ou un domaine. Ouais. Voilà, c'est ça, ou un domaine peut-être, mais c'est quand même
assez ciblé. Et après, j'ai eu envie de me spécialiser dans le textile. Donc, j'ai intégré une école qui s'appelle l'ANAT pour Atelier national d'art textile et où on faisait du tissage, de la maille. Vraiment, donc là, ça devenait vraiment très spécifique pour construire une collection de textiles, mode ou maison. Après, ça dépendait vraiment des affinités des gens. Moi, j'étais plus attirée vers la décoration, donc vers la maison. Et voilà. Mais en fait, c'est génial. Et c'est des ateliers qui sont extraordinaires parce qu'il y a beaucoup de machines à utiliser, de techniques à découvrir et tout. Mais c'est des domaines qui sont en ce moment en crise. Donc, c'est pas facile après de se dire comment est-ce que je vais travailler dans ce domaine-là. Ouais. J'ai pas envie de me retrouver toute seule dans mon atelier. Je voudrais travailler avec des autres gens. Il n'y a pas de boulot nulle part. Et je veux pas rester dans une grande ville. Donc, justement, c'était une question que j'allais te poser par rapport au fait que tu quittes ta campagne pour vivre à Paris. Comment tu l'as vécu? Parce que quand tu es étudiant, c'est génial. Hein. Ouais. Paris, c'est une ville géniale. À aucun moment, j'ai regretté d'avoir fait ça. Tout le moment où j'étais dans les études, c'était super. Mais par contre, je me projetais pas à rester après les études. J'avais envie de retrouver quelque chose de plus de liberté, plus de place et plus de nature. Et pas de la nature seulement le week-end, voilà, c'est ça. Ou quand on va dans un parc, ça c'est pas la vraie nature pour moi en tout cas. Elle est un petit peu aseptisée. Ouais, c'est ça. On n'a pas le droit de casser des branches pour faire des trucs avec, de ramasser des herbes pour les tisser. On n'a pas le droit. Donc, je savais déjà que je voulais pas rester à Paris. Puis je dis mais je n'étais pas toute seule aussi. À l'époque, j'avais déjà rencontré Lionel, avec qui je vis encore maintenant et avec qui j'ai créé mon entreprise. Du coup, vous êtes connus à Paris? On s'est connus quand on était vraiment très très jeunes. On s'est connus quand j'avais 15 ans et je suis allée en vacances à l'Île-Dieu et je l'ai rencontré là-bas. Waouh, c'est fou. Et après, on s'est plus trop lâché après. Ah, c'est dingue. Je savais pas que... Enfin, je savais que vous étiez ensemble depuis longtemps, mais je savais pas que vous étiez ensemble depuis aussi longtemps, quoi. Ouais. Même si vous êtes très jeune, évidemment. Mais bon. Quand j'avais 15 ans et lui 17, donc on a fait le constat il y a pas longtemps de se dire que ça y est, on avait passé plus de temps. Et c'est très troublant de se dire ça, à vivre ensemble que seul, sans se connaître, quoi. C'est un peu fou. Mais voilà, on avait tous les deux cette même envie de se dire on va pas rester à Paris non plus toute notre vie. Il faut qu'on trouve une façon d'en partir, mais être heureux aussi au niveau de notre vie professionnelle, quoi. Ouais. Et donc du coup, vous êtes parti à Lille, si mes souvenirs sont bons? Non, on n'a jamais habité Lille. D'accord. Lionel vient de Lille, il a fait ses études c'est pour ça. en Belgique et à Lille. Ouais, il a fait ses études en Belgique et à Lille, Lionel, donc mon chéri. Mais on n'a jamais habité Lille. Par contre, on a habité Paris pendant plusieurs années ensemble. Et quand j'ai eu fini mes études de textile, comme il faut le dire, je trouvais rien dans ce domaine et je crois que j'étais pas très motivée non plus à rester dans une grande ville pour intégrer des bureaux ou quelque chose comme ça ou des ateliers. J'étais pas très motivée, donc on s'est dit c'est maintenant, il faut qu'on parte. Donc on a voulu quitter Paris et à cette époque mon père était parti vivre à Marseille depuis quelques années et j'avais découvert cette ville que je trouvais très sympa, super dynamique, forcément le rêve de vivre au bord de la mer, au soleil. Après des années de vie parisienne, c'était assez tentant. Ouais. Et en plus, on se disait, mais c'est une ville qui est suffisamment grande pour qu'on puisse y trouver du travail ou inventer, on savait déjà, je crois qu'on avait déjà un peu ça en tête, ou inventer aussi notre job si jamais on n'en trouve pas. Donc voilà, donc on s'est dit, on se lance, c'est le moment. Sinon, après, on va trouver des boulots tous les deux et puis plus bouger. Ouais. donc, on va se lancer. Avec quel âge, du coup, toi, à l'époque? On est arrivé à Marseille en 2008. Ouais. Je suis de 84. Je te laisse faire le calcul. Les chiffres, c'est pas mon truc. Ouais, tu devais avoir 24, 25 ans, un truc comme ça. Dans ces eaux-là, mais moi non plus, le calcul mental, c'est pas du tout mon truc. Je suis née en 84, on est arrivé en 2008 à Marseille. 2008, moi, 1984, c'est absolument honteux de faire ce genre de calcul, mais je me fais 24 ans. Voilà, tu vois, là, j'aurais pensé plus vieille.
Donc, j'avais 24 ans quand je suis arrivée à Marseille. Et tu n'avais jamais bossé, du coup, en tant que tel, enfin, salarié ou fait des missions? Non, jamais. Fait des petites missions de trucs étudiants, de jobs étudiants, bien sûr, des saisons ou des petites missions. Tu vas bosser sur des salons pour faire un petit peu des économies, mais j'avais jamais travaillé en entreprise en tout cas. Donc j'avais là, fait du des coup, stages. Tu viens plus ou et tu moins te dis, longs. J'avais travaillé chez Kenzo Maison, des choses comme ça, des choses qui m'avaient plu. Mais pareil, cette ambiance de bureau que je ne sentais pas. Ouais. Je sentais que c'était pas mon truc. Être derrière un ordinateur toute la journée. Non. Et... Ouais. Non, en tailleur. Non. Enfin, dans la mode ou dans le textile, t'es pas en tailleur. Hein, mais oui, non, j'imagine. Ouais, de toute façon, plus personne n'est en tailleur. mais justement, c'est presque l'inverse. Il y a ce truc de tout le monde te regarde. Il faut que tu sois créative même dans ta façon de t'habiller tout le temps. Les gens sont ils s'observent beaucoup et c'est les stages dans ce domaine-là, ça m'avait pas trop plu. Il y avait beaucoup de compétition. C'est pas une façon de travailler qui me plaît. Moi, ça me motive pas la compétition, ça me donne envie de fuir. J'avais plutôt envie qu'on invente notre truc à nous, mais avec cette volonté première qui était le nouveau départ. Voilà, se dire, on va dans une nouvelle ville, on découvre un nouvel endroit et on essaye de vivre quelque part où la nature est plus proche. C'est ça qui me plaisait avec Marseille. Et donc, du coup, vous déménagez. Lionel lui trouve un job. On a déménagé, oui, un job que tu connais. Oui, parce qu'on a travaillé ensemble. Tout à fait. Voilà, vous avez travaillé ensemble. Il a trouvé, en fait, on a trouvé d'abord l'appartement et dans la foulée, on s'est dit bon, maintenant, ça y est, c'est super, il faut qu'on parte, il faut trouver le job. Et Lionel a trouvé donc un job, travailler fabrication de plateaux repas, monter dans l'univers de la bouche et des métiers de la bouche et ça lui a plu et il était content d'intégrer cette équipe qui était bien dynamique et tout avec on va dire beaucoup d'envie, beaucoup de choses qu'on lui avait fait qui lui avaient donné envie. Et après, il s'est rendu compte que finalement, il y a eu beaucoup d'envie au début, mais que les choses qu'on lui avait proposées, ça ne suivait pas. Donc, il y a eu de la frustration. Mais ce métier cet emploi qu'il a pris, c'était super parce que ça nous a permis de descendre, de pouvoir s'installer à Marseille et de faire ce changement. Parce que moi, pendant ce temps-là, je n'avais pas encore trouvé ce que j'allais faire exactement. Donc, c'était vraiment important d'avoir cette première accroche sur Marseille, ce job. Et puis après, une fois qu'on est arrivé sur Marseille, moi j'ai travaillé pour en fait c'était un collectif de dessin. On faisait du motif et on le vendait à des marques. Donc c'était intéressant parce que ça permettait de grouper les types de dessins de différentes personnes pour être plus fort et pour pouvoir montrer en fait notre travail. Donc, je faisais du motif textile à l'époque, montrer notre travail à des marques comme Etam, des grandes marques qui achetaient beaucoup de motifs. Donc j'ai fait ça un peu. Pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 2 ans. D'accord. Même pas 2 ans, une grosse année. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce qui se passait, c'était un peu ce que j'avais redouté à Paris. J'étais finalement tout le temps devant mon ordinateur et très solitaire. Et il fallait tout le temps remonter à Paris pour aller dans des salons textiles, pour vendre les dessins, pour les montrer. Et donc, c'était pas une solution qui me permettait de vivre pleinement, complètement à Marseille, d'être indépendante. Il fallait toujours j'étais toujours dépendante de la capitale et d'autres personnes. Et comment, du coup, est arrivée l'idée de Slow Garden? D'ailleurs, est-ce que c'était ça l'idée initiale ou ça s'appelait Slow Garden dès le début? Ouais, ça s'est appelé Slow Garden dès le début et c'est arrivé parce que quand j'étais justement dans cette partie de ma vie où j'ai fait du motif textile, j'ai travaillé pour un atelier en fait qui vendait des créations pour enfants, qui s'appelait, parce que ça n'existe plus, qui s'appelait Mini-Série, qui était à Vauban, qui s'appelait En haut des escaliers, l'endroit, à Vauban. Vauban, donc c'est un quartier à Marseille, pour ceux qui sont quartier à Marseille, voilà, c'est ça. Un super quartier. Et j'ai travaillé dans cet endroit, en fait, où on vendait de la mode enfant, ils avaient besoin du coup de motifs et de textiles dans ce domaine-là. Et il y avait un petit extérieur, une cour, où les enfants jouaient quand les mamans venaient. Mais cette cour, elle était toute triste, toute nette, elle était vraiment un peu à l'abandon. Et comme j'avais
chez nous déjà refait la terrasse et quand les photos avaient plu à la personne qui s'occupait de ce showroom, il m'avait dit mais tu veux pas t'en occuper, nous faire quelque chose de chouette dans cette cour, moi je te donne juste un petit le budget pour l'achat des matériaux, et en plus j'ai l'impression que ça te plaît, tu m'as parlé du fait que tu aimerais bien faire des aménagements extérieurs, ça pourrait être une façon de le montrer. Donc voilà, j'avais déjà parlé de ça avec elle. Et oui, du coup c'est quelque chose qui t'avait déjà titillé? Ça m'avait déjà titillé en effet. Je l'avais fait pour chez nous à Paris. Je l'avais fait ensuite pour chez nous à Marseille. Et à chaque fois, je partageais. C'est vrai que je dis pas les choses dans l'ordre. C'est rigolo, je me rends compte du process en parlant. Mais c'est vrai que je l'ai toujours fait et que je le partageais. J'ai toujours d'ailleurs un blog chez Marie-Claire Maison qui s'appelle Le Jardin de Claire. Donc, c'est un blog qui est hébergé par Marie-Claire Maison. Il s'appelle Le Jardin de Claire. Je mettrai le lien sur le blog. Il est toujours actif. Ouais. Et il existe depuis très, très longtemps parce que je l'ai commencé quand je suis sortie de l'école que j'avais envie de montrer un petit peu ce que je faisais. Et c'est là où j'ai montré pour la première fois les photos de mon balcon parisien avant, pendant, après, tous les petits aménagements que je faisais. Et j'ai continué quand on a déménagé à Paris. C'est vrai que ça a été un espèce de fil conducteur. Alors les blogs c'est l'ancêtre d'Instagram, hein, mais c'était génial parce que j'avais des retours de gens qui me disaient mais c'est génial, mais comment tu fais pour faire ça, moi à Paris je trouve pas ces plantes, ou les pots ils sont trop chers, ou comment tu fais pour monter tout ça là-haut. Enfin voilà, ça me plaisait bien, et je pense que ça a été un peu le début de Slow Garden, c'est vrai. Ouais. Un début de vitrine. Ouais. Un début de vitrine, de planter, de faire pousser, de transformer, de bricoler, de changer les couleurs et de montrer ce que ça fait, et puis d'avoir des retours qui du coup encouragent. Et après, grâce à cette transformation, cet aménagement de cours que j'ai fait à Vauban, et donc que les clientes du showroom ont pu voir avant-après parce qu'elles venaient souvent, j'ai eu ma première cliente qui était elle-même venue parce qu'elle venait au showroom, donc elle-même une cliente du showroom, et j'ai eu une première cliente qui m'a dit viens sur notre terrasse, viens voir et tout, j'aime bien ce que tu as fait dans la cour, notre terrasse elle manque un peu de peps, en plus j'arrive pas à faire pousser les plantes parce qu'il fait trop chaud, il y a trop de vent, et peut-être que tu pourrais nous aider. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et comment tu l'as vécu du coup toi à ce moment-là, t'as eu peur, comment t'as vécu la chose? Alors, c'était hyper excitant, mais j'avais peur de la partie argent, parce que moi, je sais pas, je le disais tout à l'heure, je sais pas trop compter, je suis nulle avec les chiffres, et j'avais aucune idée de ce que valait mon travail. Donc, je savais pas ce que je devais donner comment faire un devis. Je connaissais le coût des choses, puisque forcément, le coût des matériaux, on le voit quand on va l'acheter. À l'époque, j'avais pas de réduction professionnelle, donc je payais vraiment les mêmes coûts des matériaux que et encore, je l'ai toujours pas surtout, qu'un particulier s'il allait faire des courses tout seul. Il fallait que j'ajoute à ça le coût de mon service. Je parlais même pas encore de faire vendre, de faire payer à mon client la création, hein. C'était juste le service à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'est très dur. On en reparlera de l'évolution, mais à l'époque, en effet, c'était tu dessinais et tu faisais. Oui, c'est ça. On faisait, quand je rencontrais les clients, je dis je parce qu'au début, je l'ai fait toute seule et après, on a basculé à travailler tous les deux. Je vais expliquer comment. Mais au début, en tout cas, quand je rencontrais les clients, j'écoutais leurs envies, je leur posais des questions déjà. Et ensuite, je faisais un dessin, un petit croquis, un devis complètement gratuit. Donc, je vendais pas du tout mes idées ni le conseil. Après, si ça leur plaisait, je faisais un devis, ou je crois même que je faisais le devis tout de suite pour qu'ils sachent ce que ça représentait en coût. Et si on me le validait, c'était moi qui faisais les courses, les installations. Enfin, je faisais vraiment tout seul, quoi. Je construisais aussi la terrasse une fois que je l'avais dessinée. Donc, tant qu'à faire, j'essayais de dessiner des choses que je pouvais faire. Ouais. Ou alors, je me faisais aider par des artisans. Mais à l'époque, j'avais pas encore de réseau. Donc, tout était très compliqué à mettre en place. Et puis, je connaissais personne à Marseille. Donc, je faisais tout toute seule. Donc, c'était très excitant et j'aime bien. Mais ça faisait un petit peu peur aussi. Et c'était quoi tes peurs, du coup? Pas réussir à apporter les choses. Ouais, c'est très basique, hein. Mais physiquement, pas réussir à assurer toute seule. Je me disais, est-ce que le livreur, quand il va venir, il pourra m'aider à porter jusqu'à la terrasse? Donc, juste vraiment physiquement, est-ce que je vais y arriver? Pas de pas réussir à faire les choses parce que je suis bien bricoleuse et donc ça me faisait pas peur. Je pensais que j'avais pas d'inquiétude sur la réalisation, mais plus sur l'organisation, on va dire.
Et après, comme je le disais, la partie des chiffres, voilà, mettre des prix sur les choses, ça pour moi, c'était pas, je me sentais pas légitime forcément, parce qu'en plus c'était la première fois que je faisais ça. Et puis je savais pas du tout combien facturer. Ça, c'est des grosses questions et on trouve les réponses nulle part en plus. Hein, bah oui, non, surtout qu'en plus c'est un métier qui n'existe pas vraiment, donc. C'est ça, c'est ça. Tu peux être, à l'époque, tu pouvais être décoratrice, mais pour l'extérieur, ça n'existait pas trop. Ou alors c'était vraiment jardinier ou paysagiste pour des gros jardins. Donc les tarifs correspondaient pas du tout à ce que je faisais. Donc, et comment tu as réussi du coup à trancher? C'est Lionel qui m'a aidé parce que lui, il est plus fort en chiffres et il m'a dit, mais c'est pas possible, tu peux pas vendre ça à ce prix-là parce que sinon, il vaut mieux que tu restes chez toi, en fait. Donc, il m'a aidé un peu à me rendre compte du temps que j'allais passer en vrai et de tous les frais que ça veut dire quand on travaille, des frais auxquels moi je pensais pas, je sais pas, utiliser ta voiture, les livraisons, si jamais voilà, tu utilises ton propre matériel, il faut aussi que tu comptes cette utilisation, même si tu l'as déjà acheté. Voilà, tout ce qu'il faut prendre en compte quand on est indépendant et qu'on fait un devis pour un client. Donc ça, il m'a beaucoup aidé et j'en parlais beaucoup avec lui puisque forcément, on est en couple, on parle de tout ce qu'on fait et c'était super excitant pour moi, mais un petit peu inquiétant. Donc on en parlait beaucoup, il me conseillait bien. Et c'est même lui qui a trouvé le nom de Slow Garden. Ouais. Et je le sentais très impliqué. Je sentais qu'il s'embêtait lui aussi dans son bureau et qu'il avait envie de venir m'aider. Ce qui s'est passé régulièrement parce qu'il y a un moment où j'ai eu un chantier plus gros et là, pour le coup, livraison d'oliviers, de gros pots et tout. Et je lui ai dit, bon, il faut que tu m'aides parce que je pourrais pas porter ça toute seule, là, c'est sûr. Il est venu m'aider. On a passé plusieurs journées où ponctuellement, il venait, voilà, moi j'étais sur le chantier, ponctuellement, il venait m'aider, puis ça lui plaisait bien. Et comme pendant ce temps-là, Slow Garden commençait à avoir des demandes un petit peu plus. Du coup, tu as eu t'as eu ton premier chantier, du coup. J'ai eu mon premier chantier, c'est ça. Et le deuxième chantier, c'était une copine dans le même quartier de la première. Enfin, au début, ça a été vraiment du bouche à oreille. C'est ça, comme ils étaient contents, ils ont parlé autour d'eux. Et donc, ça a fait un peu ça s'est suivi dans le quartier. Au début, c'était très local. J'ai une boule de neige, mais à Marseille, ça marchait pas, je trouve. Oui. C'est mieux. Même si en 2008, il a neigé. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai des clients qui ont perdu des bougainvilliers magnifiques ou des cactus qui étaient là depuis des années et des années. Il y a eu un hiver très froid, c'est vrai. Et voilà, et donc les chantiers ont commencé à arriver doucement, hein, mais ça arrivait. Et je me suis dit, là, il faut que je trouve quelqu'un avec qui je travaille, qui puisse m'aider sur l'organisation et sur les chantiers. Parce que comme je faisais les travaux, il fallait vraiment que ça aille un peu plus vite. Et puis, il y a des choses qu'on peut pas faire tout seul, tout simplement, physiquement. Accrocher une étagère sur un mur, quand on est tout seul, c'est compliqué. C'est ça. Donc voilà. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelqu'un d'autre. Et j'en ai parlé avec Lionel, mais sans lui dire ça pourrait être toi parce que je voulais que ça vienne de lui. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, mais moi, j'aimerais bien qu'on le fasse tous les deux parce que je m'embête un peu dans ce que je fais maintenant et ça me plairait bien. Et toi, quand tu lui en as parlé, tu voulais que ça vienne de lui, mais t'avais espéré imaginer que ça soit lui ou Franchement, non, je pensais pas. Non, je pensais pas qu'on allait travailler ensemble. Je pensais qu'il allait m'aider régulièrement. Et puis que je trouverais un jour moi j'étais vraiment dans l'idée où j'allais trouver un jardinier qui serait déjà installé à Marseille pour m'associer avec lui pour pouvoir profiter de son expérience et de son réseau en fait. Donc non, j'étais pas dans cette optique-là. Je pensais vraiment trouver quelqu'un qui soit déjà du coin et qui m'aide à développer mon réseau. Donc j'étais pas dans cette optique-là et surtout je pensais pas que ça pouvait lui plaire. Et finalement, voilà, ça fait bientôt 13 ans qu'on a commencé notre premier chantier Slow Garden ensemble. Et c'est super. C'est trop bien. Et comment votre entourage, d'ailleurs, ils ont réagi? Parce que du coup, Lionel, il a quitté Chaudevant donc il a quitté son CDI pour te rejoindre. Oui. J'imagine que ça a dû faire potentiellement peur à 2-3 personnes dans la famille. De mon côté, dans ma famille, non, puisque c'est ce que je disais, ils ont été très compréhensifs sur cette façon assez libre de choisir son futur, aussi bien au niveau des études que du travail. En plus, j'ai mes deux parents qui sont tous les deux en profession libérale,
qui ont eux-mêmes aussi un peu inventé leur métier, donc ils n'étaient pas du tout inquiets, au contraire, ils nous ont encouragés. Après, peut-être que du côté des parents de Lionel, ils se sont un peu posé des questions, mais eux-mêmes étaient commerçants dans leur vie. Ils n'ont pas travaillé dans des bureaux. Ils ont monté leur projet à chaque fois. C'est eux qui ont choisi acheter leur établissement, leur développer tout ça. Donc, il y avait la fibre entrepreneuriale. Ils avaient ce côté-là aussi, voilà, de monter sa propre affaire. Donc, non, je pense que tout le monde nous a fait confiance. Ou alors ils l'ont pas dit. C'est bien. Ils nous ont pas fait peur en tout cas. Ils nous ont pas fait peur en tout cas. Et puis après voilà, c'est ça. Quand tu habites en appartement, t'as pas d'enfants, t'es jeune, c'est pas grave. Si tu te plantes un peu, tu peux reprendre un autre job après aussi. C'était le bon moment pour le faire, quoi. D'ailleurs, tu vois, tu disais que Lionel, donc il a commencé le job l'a pas fait. Ça, je pense que tu vois, c'est un truc hyper intéressant pour tous les gens qui veulent changer de ville. Moi, pareil, quand j'ai commencé, on s'est dit avec Brendan qu'on voulait quitter Paris. On s'est dit dès que je trouve un job, on déménage. Donc c'est ce qu'on a fait. Oui. Et bon, le job, j'y suis restée 3 mois. J'ai même négocié avec eux de rester un tout petit peu plus longtemps pour avoir le droit au chômage, parce que ils m'avaient fait venir. Et au final, ils ont supprimé le poste qu'ils avaient créé pour moi. Donc c'était sympa. Oui. Mais ils avaient beaucoup de bonnes idées, dis donc. Ouais, c'est ça. Et c'était surtout en train de se faire racheter. Et je pense qu'ils avaient besoin d'habiller un petit peu la mariée. Mais tu vois, au final, sans ce job, on ne serait pas arrivé à Marseille. Et donc, c'est se dire que même si en effet, le job, oui, tu prends de toute façon, tu prends toujours un risque quand tu changes de ville, quand tu changes de job, mais finalement, ça fait partie de l'expérience. Et tu vois, moi, je vois avec du recul, j'aurais pas connu, on n'aurait peut-être pas déménagé aussi vite. Puis oui, vous n'auriez pas pu tester cette nouvelle vie. C'est ça. Et puis même, on s'est fait des amis, tu vois, on s'est fait des amis. J'y suis restée 3 mois, mais je me suis fait des amis que je vois toujours, tu vois. Et c'est-à-dire, c'est pas avoir, en fait, se dire, oui, on prend des risques, mais finalement, dans tous les cas, même si c'est un échec en tant que job, en tant que tel, dans tous les cas, ça permet, il y a des choses à apprendre et à en retirer, quoi. Oui, complètement, tu as raison. C'est vrai que c'est rigolo parce que j'avais oublié ça, mais je me souviens qu'avant qu'on descende qu'on prenne la décision vraiment de partir sur Marseille, et on était encore à Paris, je cherchais vraiment absolument à trouver un job et qui soit dans mon domaine. Donc à l'époque, c'était le textile. Donc je me souviens que je faisais toutes les petites annonces, je téléphonais à tout le monde et tout parce que je voulais vraiment trouver un job, même un petit job ou même un stage, mais le début de quelque chose avant de partir. Et bien sûr, il n'y avait pas parce que le textile à Marseille, c'est pas très développé. C'est quand même assez spécifique. Ma formation, en tout cas, était assez spécifique. Et je me souviens, c'est vrai que j'avais eu une discussion, c'était mon père qui m'avait dit, mais pourquoi est-ce que tu veux absolument trouver un métier qui fit exactement avec ta formation, alors que ta volonté première, tu le sais déjà, c'est quitter Paris pour découvrir Marseille. Et il me disait, tu peux très bien, si ta volonté la plus importante, c'est de découvrir Marseille, tu peux très bien partir et prendre un job qui va être juste alimentaire. Et comme ça, tu rencontreras du monde, tu gagneras ta vie aussi. Et ça te permettra de faire ce premier mouvement de partir. Et c'est plus tard que tu trouveras peut-être quelque chose qui te correspond mieux. Je me disais, il faut que tu regardes vraiment dans la balance ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que tu préfères rester à Paris et travailler dans le textile, dans ton domaine premier, ou est-ce que tu as trop envie de partir et que tu es prête à être, je sais pas, vendeuse, serveuse. En plus, tu peux le trouver dans des domaines qui te plaisent, dans des endroits qui te ressemblent. Donc, ça peut être intéressant aussi. Pour pouvoir lancer ce changement. Et je lui avais dit, mais oui, c'est vrai, t'as raison, allons-y, quoi. C'est rigolo, j'avais oublié, c'est marrant d'en reparler. C'est bien les parents. Ouais, oui, ils permettent de se poser des bonnes questions aussi, c'est clair. Oui. Et quand du coup, Lionel t'a rejoint, j'imagine qu'il y avait, à l'époque, vous n'étiez pas encore mariés, la question de se dire comment se répartit les parts de l'entreprise, ou ça s'est passé comment pour vous? Ça s'est fait un peu tout seul parce que le statut qui était le plus logique par rapport à notre façon de travailler, c'était auto-entrepreneur. Et auto-entrepreneur, c'était un statut qui était assez nouveau à l'époque, mais qui était chouette parce qu'il était beaucoup plus simple. Donc il y avait plein de gens qui ça faisait un petit peu peur et tout, mais nous on s'est dit que c'était une bonne façon pour commencer. De toute façon, ça allait se développer puisque ça correspondait à plein de profils d'entreprises. Et l'auto-entrepreneur, c'est en nom propre, donc tu peux mettre un seul nom.
Et comme j'ai commencé au début toute seule, ça s'est fait un peu tout seul parce que je l'ai déposé à mon nom au début, puisque j'ai commencé toute seule les premiers mois. Et en plus, Lionel a quitté était parti de son emploi et je crois qu'il a eu quelques mois de chômage, donc il fallait pas non plus qu'il soit le nom de la nouvelle entreprise. Ouais. Ça, c'est pas très. Ça nous a aidé pour les premiers mois, parce que ce qui est difficile avec l'activité que j'avais lancée, Slow Garden, c'est que c'était saisonnier. Au début, c'était très saisonnier. Les gens faisaient appel à nous quand il fait beau, quand il commence à faire beau, au printemps, qu'ils pensent à leur terrasse. Ouais. Mais en hiver, premier hiver, on n'avait rien du tout. On n'avait pas de boulot. Donc c'était bien. Ça nous aidait aussi financièrement pour pouvoir avoir le temps de construire Slow Garden, de l'installer et de le développer. Et d'ailleurs, comment tu l'as vécu au départ, quand tu continuais du coup les dessins de tissu, à partir de quand du coup tu as arrêté? Oui, je continuais de vendre mes dessins. Quand on vend des dessins textiles, en fait, tout se passe autour de gros salons qui vont être 2 à 4 fois par an en fonction si tu travailles pour la mode ou la maison. Parce que c'est en fonction des collections. Donc les gens achètent pour une nouvelle collection, je dis n'importe quoi, ils vont avoir un thème, ils veulent du floral oversize, et ils vont chercher des grosses fleurs pour pouvoir utiliser dans leur collection. Et c'est donc, je continuais de vendre mes dessins. En plus, j'en avais une bonne production. Ouais. Donc, mais s'il faut se renouveler, bien sûr, mais j'avais la chance de pouvoir continuer de faire ça en parallèle. Et j'ai aussi été un peu vendeuse. Je travaillais aux Galeries Lafayette. Donc, j'étais vendeuse aux Galeries Lafayette. Voilà, pour le côté plus avoir un job, une rentrée d'argent régulière. Mais ça te motive en plus, hein, quand tu fais un métier, quand tu veux faire un métier comme ça qui est un peu compliqué à mettre en place, en tout cas au début, surtout avec ce côté saisonnier. Ne pas rester toute seule et faire la démarche de continuer. De toute façon, c'est un peu obligé au niveau financier de continuer d'avoir des petits jobs à côté. Ça te motive beaucoup. Parce que quand tu fais ces petits jobs, tu te dis, je veux être autonome avec mon projet. Je veux que ça marche. Je veux pas faire ça tout le temps. Donc, c'est très motivant. Et comment vous avez réussi, du coup, à entre guillemets, craquer le fait que c'était un job saisonnier et pouvoir en vivre toute l'année et du coup, pouvoir te consacrer à 100% à ça et puis en plus, à vivre à 2 dessus? Oui, vivre à 2 dessus, ça, c'était pas évident. Le côté saisonnier, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, très rapidement, il s'est lissé. Les périodes creuses devenaient de plus en plus courtes. On a la chance aussi de vivre, on avait la chance de vivre à Marseille, dans une ville où il fait quand même beau presque toute l'année. Ouais, le jardin, finalement, les creux, voilà, c'est ça, ça s'est très vite lissé. Pour le côté saisonnier, et pour le fait de vivre à 2 dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des propositions plus d'entretien à l'époque. C'est-à-dire qu'on faisait pas que créer des nouvelles terrasses, des nouveaux endroits comme on le fait maintenant, mais on proposait aussi nos services pour faire de l'entretien, pour entretenir des plantations déjà existantes, des jardins qui avaient déjà été plantés il y a des années, voilà, des choses comme ça. Et comme ça faisait un côté plus régulier. Parce que forcément, une fois que tu mets le pied dans un jardin, que ça se passe bien, que les gens sont contents, après, ils vont refaire appel à toi. Donc comme ça, on avait c'était pas vraiment des contrats d'entretien. On a eu quelques contrats d'entretien avec des endroits qui étaient vraiment plus ouverts au public, comme des boutiques ou des restaurants. Mais sinon, les particuliers, ils font pas des contrats d'entretien. Ils font appel à toi quand ils en ont besoin, quand ils sentent qu'ils en ont besoin. Mais on a eu, c'est ce côté-là qui nous a permis de pouvoir dégager assez d'argent pour 2. Et puis voilà. Et puis une fois que les demandes de création, les projets plus créatifs ont augmenté, on a pu tout doucement arrêter les entretiens, en fait. Ouais. Ça, c'est vous avez fait vraiment les choses progressivement. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, par rapport aux plantes, tu vois, je vois d'ailleurs, on avait fait appel à vous pour la première maison il y a quoi? C'était il y a 7 ans. Et pour la deuxième maison, là, il y a pas longtemps. Quand on vient du Nord, parce qu'on vient, vous deux, et on vient d'au-dessus d'Avignon. Quand on est à Marseille, c'est le Nord, c'est au-dessus d'Avignon. Comment vous vous êtes approprié au niveau des plantes? Les plantes? Ouais, parce que finalement, c'est vrai, c'est sûr. C'est pas du tout les mêmes espèces. Ouais. Tout à fait, c'est pas les mêmes plantes parce que c'est pas les mêmes contraintes. Ici, il fait beaucoup plus chaud, les hivers sont plus doux, mais il y a aussi le vent qui sèche tout. C'est pas du tout les mêmes plantes. Je pense que ça c'est
C'est quand on est passionné par les plantes, on est tout le temps en train de regarder autour de soi les plantes dans la nature. Les premières choses qu'on a fait quand on est arrivé à Marseille, ils ont passé, ça me fait rire maintenant parce que plus personne fait, enfin je me rends compte qu'après plus personne ne fait ça, mais nous, dès qu'on avait fini de bosser, on allait à la plage, on passait tous nos week-ends dans les calanques, on était tout le temps dans la nature autour de Marseille. Et du coup, on observait vachement ce qui se passait dans la garrigue, qu'est-ce qui pousse dans les collines, qu'est-ce qui va résister, comment les plantes vont se développer et tout ça. Donc ça, c'est déjà une première Inconsciemment, inspiration c'était de la inconscient. nature. Bah, moi, j'ai toujours aimé regarder les plantes. Hein. Je le faisais déjà en Normandie, quand j'étais petite, dans les jardins autour de moi, dans le jardin potager de mes grands-parents. Et là, c'était la colline, quoi. Parce qu'on n'avait pas de jardin à nous encore. Donc, c'était la colline qui était le jardin. Donc, on regardait tout. Et Lionel, même si ça l'a pas, même si lui, il l'a pas appris comme moi très tôt, ça m'intéressait vachement parce qu'il adore comprendre. Donc, il est très observateur et il aime bien regarder ce que je lui montrais, les plantes et tout. Et donc ça, c'est le côté plus sauvage, mais c'est déjà une observation hyper importante. Et puis après, sinon, pour ce qui est plus les jardins d'ornement, les pépiniéristes, c'est vraiment des gens qui sont de super conseils parce que eux, les plantes, souvent, ils sont même des fois pépiniéristes producteurs, donc c'est eux qui les multiplient, c'est eux qui les font pousser et qui les vendent après, et c'est eux qui les connaissent le mieux, quoi. Donc, on avait plusieurs pépinières avec lesquelles on travaillait pour nos clients, et on s'était liés d'amitié avec des pépiniéristes, forcément, qu'on voyait souvent, on allait tout le temps là-bas, et qui nous donnaient beaucoup de bons conseils au niveau de l'intégration des plantes dans les jardins. Ça, c'est des alliés importants, des conseils qui sont importants. Et sinon, comme on aime beaucoup les jardins, on faisait aussi beaucoup de visites de jardins qui sont des jardins paysagers, des jardins, je sais pas, dans le coin, on allait au domaine du Railleul, des choses comme ça, pour découvrir des jardins paysagers par d'autres personnes et voir comment les plantes se développaient, ce qui marchait bien dans le coin. Top. C'est important aussi. Ouais. Et dans les choses qui vous ont apporté une belle visibilité, en tout cas à Marseille, il y a eu le fait que vous fassiez la terrasse de chez Vuitton. Oui, tout à fait, oui. Ça a été une étape importante, je pense, parce qu'on a montré qu'on pouvait faire quelque chose même pour déjà un professionnel et non pas pour un particulier. Et en plus, pour un lieu qui est quand même assez haut de gamme, exigeant, avec il y avait beaucoup de gens qui fallait mettre d'accord au niveau des équipes en interne et tout. Donc c'était un bon challenge, mais c'était aussi une super chance parce que c'est pas les mêmes budgets que quand tu travailles pour un particulier. Donc on a pu s'amuser au niveau du choix des contenants, la taille des plantes, le mobilier, tout. C'était vraiment une autre échelle. Et ça, c'était génial. Ouais. Et comment vous avez eu l'opportunité, entre guillemets, de pouvoir postuler ou je sais pas trop En fait, c'est eux qui sont venus vers nous. Je faisais déjà à l'époque un gros travail qui est important de nous rendre visibles le plus possible sur Internet. Alors, pas sur les réseaux parce que ça n'existait pas trop à l'époque, peut-être un peu Facebook, mais pas beaucoup. Mais c'est pas, en tout cas, pas un outil très important. Mais il y avait le blog aussi. Je faisais beaucoup d'articles pour qu'on soit référencé avec des mots-clés. Déjà à l'époque, paysagiste, Marseille, aménagement, terrasse dans une ville, petite terrasse, petite cour. Et en fait, c'est l'architecte qui bossait à l'époque pour les aménagements extérieurs de Louis Vuitton, enfin pour les magasins même, intérieur-extérieur de Louis Vuitton, qui nous a trouvé en faisant une recherche sur tout simplement paysagiste Marseille, qui nous avait trouvé nous et d'autres entreprises. Et du coup, elle nous a mis plusieurs en concurrence et ils nous ont choisis. Et c'était une surprise, c'était génial. Même, je me souviens que quand j'ai eu le message sur mon téléphone et qu'elle disait qu'elle était architecte pour Louis Vuitton, je croyais que c'était une blague, mais non, c'était pas une blague, c'était bien. D'ailleurs, il y a un truc où je me suis toujours dit que vous étiez hyper malin, c'est que vous avez réussi à faire, ça fait longtemps et vous continuez à avoir de la presse sur votre travail. Ça, comment c'est né, entre guillemets, cette relation avec les journalistes pour pouvoir vous faire en sorte que votre travail soit mis en avant dans la presse?
Je pense que j'ai toujours été hyper sensible à la presse, à ce que peut montrer la presse, parce que je trouvais ça magique quand j'étais étudiante à l'époque, parce que ça t'ouvre des portes sur des endroits que tu ne pourrais pas voir normalement, que ce soit, je sais pas, chez des particuliers ou des jardins, des aménagements de maison ou des jardins. J'ai toujours adoré la presse, j'en achetais beaucoup. C'est avant qu'on puisse tout trouver en ligne. J'ai l'impression d'une mamie quand je dis ça, mais j'allais au kiosque et j'ai acheté mes magazines de décoration parce que j'adorais ça. J'adorais tellement ça que j'avais réussi à trouver un stage chez Madame Figaro Maison, qui a fermé depuis. Et j'avais travaillé aussi un peu avec Marie-Claire Maison. Donc, j'aimais vraiment beaucoup ça. Donc, je pense que le fait d'avoir fait un peu des stages là-bas et d'avoir travaillé avec eux, parce que j'étais pigiste pour Marie-Claire Maison, ça me montrait ce que les journalistes ont envie d'avoir comme type de photos, d'images, d'informations, des choses à mettre en avant, les choses qui visuellement vont bien marcher, vont faire envie. Et peut-être de fait d'avoir vu de l'autre côté le genre d'image qu'on recherche, des informations qui sont, voilà, quand c'est clairement expliqué, que c'est pratique, que tu trouves les infos, que tu as les photos avant-après. Du coup, je sais en fait ce qu'ils aiment bien. Ouais. Et j'essaye de le faire quand on a un projet, de justement ces fameuses photos avant-après, bien expliquer le lieu, être synthétique, et puis que ça fasse envie, quoi, au niveau des images. Et ça, c'était quand ce stage Enfin, c'est pas ce stage. Quand j'habitais encore Paris. D'accord. Ouais, quand j'habitais encore Paris, quand j'étais étudiante, on avait dû faire plusieurs stages et j'avais trouvé un stage chez Madame Figaro Maison. Et après, j'ai commencé à être pigiste pour Marie-Claire Maison quand j'ai fait mon blog chez elle parce que je crois qu'elle trouvait que c'était sympa. Alors, elle m'avait contactée et m'avait proposé du boulot à côté. Ah, super. Mais en indépendante. Hein. Oui. Et j'ai commencé quand j'étais encore à Paris et j'ai continué à être pigiste pour elle pendant des années quand j'étais à Marseille. Pour trouver des petites adresses déco, en fait. Okay. Je devais trouver des adresses déco sur la région et faire une photo du lieu et prendre des renseignements pour que tout soit référencé, faire des petits articles sur des thématiques, par exemple comment faire un brise-vue sur ma terrasse, comment ombrager, voilà. Comment avoir une petite piscine dans un petit jardin et que ça soit comment avoir une mini piscine dans un mini espace, voilà. Tout ça. Ok, d'accord, super, je savais pas. Et du coup, ça t'a arrêté complètement de faire ces piges? Oui, j'ai arrêté complètement parce que je pense qu'eux, ils se sont organisés autrement avec quelqu'un en interne, ce que je trouve très bien, je leur souhaite parce que quand on est pigiste, je pense que c'est plus intéressant d'avoir un vrai poste et de faire ça plutôt que d'avoir plein de personnes qui font ça mal payées dans toute la France. Donc c'est bien qu'ils aient c'est pas très bien payé, c'était intéressant, mais c'était pas très bien payé et je pense que c'est mieux que maintenant ils sont organisés autrement et ils ont quelqu'un qui fait que ça. D'accord. Et tu sais, je sais pas, je crois qu'on en avait reparlé, mais moi je sais que à l'époque notre jardin, donc avec notre petite piscine dans notre petit jardin, avait été dans Marie-Claire, je crois, et dans je sais plus quel autre. Oui, il y a eu beaucoup de supports qui l'ont repartagé, qui ont utilisé ces images, et c'était vraiment très visuel en fait comme aménagement. Et ça plaisait beaucoup, le fait que ce soit petit et que vous ayez réussi dans cet espace à avoir la piscine, la terrasse, un coin qui ressemble presque à un petit jardin. Voilà, visuellement, ça rassemblait tout ce dont les gens voulaient. Et en fait, ce qui était génial, c'est que le jour où on a décidé de vendre la maison parce qu'on retournait vivre à Paris, on a fait une visite et on part du bouche à oreille. On a rencontré quelqu'un qui nous a dit je connais quelqu'un qui veut acheter dans votre quartier. Et je savais même pas si j'allais avoir mon job à Paris, donc on a quand même fait la visite en se disant même sur si un malentendu. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la personne avait vu la femme avait vu le jardin, je sais pas, sur Pinterest, je sais pas où. Et du coup, quand elle est arrivée, elle a dit mais je connais ce jardin et clairement ça a créé un effet waouh de pas vu à la télé mais en tout cas vu dans la presse. Oui, c'est ça, parce que c'est les images sur lesquelles on rêve. Là, je l'ai en vrai, je peux l'acheter. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est super. Et ça nous arrive parfois que les gens nous disent pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Ça nous arrive parfois que les gens nous disent oui, nous, on voudrait refaire l'aménagement, ajouter une petite piscine dans notre extérieur ou des changements comme ça. Mais pour en profiter quelques années, mais dans une optique aussi de créer un coup de cœur parce qu'on sait qu'on va bientôt revendre. Parfois, ça peut être ça aussi, ça peut faire partie de la démarche. Nous, clairement, tu vois, ce qu'on se dit à chaque fois, c'est quand on achète, on a acheté 2 fois, deux fois à Marseille, à chaque fois, on se dit
ça sera pas une maison pour moi déjà l'idée de me dire que je vais vivre toute ma vie dans la même maison c'est pas possible, ça fait pas partie de ma philosophie de vie et clairement on se dit cette maison bah voilà on va en profiter parce que quand tu sors de plusieurs mois de travaux tu dis t'as juste envie d'en profiter, mais à chaque fois qu'on a fait des choses, on a investi dans un truc dans la maison, on s'est dit ok, est-ce que c'est un bon investissement, est-ce que ça sera valorisé à la revente? Et clairement tu vois là on a mis un gros billet sur le jardin, mais on sait très bien que le jardin, c'est ce qui crée l'effet waouh, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, c'est hyper important, surtout dans une ville où on vit dehors toute l'année quasiment. Et les seules, on va dire, c'est même pas des mois, mais les seules semaines où on sera pas dehors parce qu'il fait trop froid ou trop moche. En plus, vous avez un jardin qui se voit depuis l'intérieur, que vous allez surplomber et que vous voyez depuis l'intérieur. Et c'est le cas de beaucoup de jardins marseillais ou de terrasses. Donc ça, c'est important aussi parce que visuellement, on en profite toute l'année. Ah bah clairement, là, tu vois, je suis en train, là, mon bureau est face au jardin, donc moi, j'en profite beaucoup, vraiment, mais toute la journée, quoi. Et c'est comment tu célèbres tes victoires, tes réussites? Souvent à deux, du coup. Parce que c'est vrai que quand on travaille en couple, souvent quand il y a des moments qui sont forts, qui sont importants pour nous, on les célèbre à deux. Donc c'est super parce que c'est encore plus savoureux, je trouve, que de devoir les fêter tout seul. Et comment on les célèbre? On est simple, hein, on va prendre peut-être un petit panier, une bonne bouteille, une serviette et on va à la plage. On fait ça. Tout simplement. Et il y avait une question que je voulais te poser, c'est du coup, là, donc avant, tu dessinais et vous faisiez. Il y a un moment, vous avez pris un virage, c'est-à-dire que vous ne faites plus, maintenant, vous faites que dessiner. À partir de quand vous avez décidé, du coup, de transformer Slow Garden comme ça? Oui, c'est vrai que maintenant, on a changé, ça fait bientôt 2 ans. Donc, comme je l'avais expliqué au début, on faisait tout de A à Z, aussi bien rencontrer les clients, concevoir le projet, que faire le devis et réaliser les travaux. Mais quand je dis réaliser les travaux, c'est pas vraiment c'est pas de la maîtrise d'œuvre, c'était vraiment nous physiquement qui faisions les travaux. Et depuis 2 ans, on a arrêté. On fait maintenant seulement la conception et on passe le relais à des autres entreprises pour la réalisation des travaux. Donc, on va les guider, bien sûr, mais après, c'est plus nous qui faisons les travaux. Comment ça s'est passé le changement? Je m'en souviens. C'était en fait, on était allé rencontrer des clients en Corse pour dessiner un nouveau projet de jardin. Et ces clients, on leur avait dit, vous avez bien compris que comme on connaît personne en Corse, on pourra vous vendre que les idées, mais on peut pas vous aider sur la suite. Hein. Et il nous a dit, mais oui, bien sûr, on a compris. Nous, ce qu'on veut, c'est, on adore votre style, on veut vos idées. Et après, nous, on connaît des gens où on trouvera, voilà, pour la suite. Et en fait, c'était une période où c'était compliqué parce qu'on avait beaucoup de travail et on perdait beaucoup de temps sur les chantiers puisque forcément on réalisait tout ce qu'on dessinait et on était épuisés physiquement, on avait tous les deux super mal au dos, on était crevés et ce moment où on est allé en Corse, on a été obligé de faire une coupure puisque forcément il faut que trop dur hein, la vie, mais il faut que tu prennes l'avion, il faut que tu ailles en Corse, donc on a dû arrêter les chantiers pendant un moment juste pour faire ça, rencontrer nos clients et comme on est des gens qui savent profiter aussi, bien sûr prendre un jour avant et un jour après pour profiter d'être allé en Corse parce que bon là c'est important dans la vie. Faire les retours dans la journée c'est un peu péché quand même. Ah ouais non c'est trop dur. Donc cette coupure en fait nous a permis de se poser, de sortir un peu la tête du travail qui était en cours avec où t'as tout dans la tête, la liste des matériaux, le camion à louer, les chantiers en fait la réalité vraiment des chantiers et on se disait mais là, on vient de rencontrer des gens qui nous disent qu'ils sont prêts à ne nous acheter que les idées parce c'est de ça dont ils ont le plus envie et après ils sont prêts à se débrouiller pour la réalisation des travaux. Donc en fait, c'est notre façon de travailler là, il faut qu'on la change, qu'on la bascule et c'est quelque chose qu'on avait en tête dès le début mais qu'on avait perdu parce qu'on avait la tête dans le guidon, quoi. Il faut qu'on fasse ce changement et que maintenant, on ne vende plus que les idées. Et en plus, sur Marseille, on pourra développer un réseau qu'on avait déjà fait puisque ça faisait des années qu'on travaillait avec des entreprises. On avait déjà ce réseau, en fait, d'entreprises à conseiller pour la suite des travaux. Donc, c'était même déjà plus facile et plus élaboré que ce qu'on proposait en Corse où on n'avait pas le réseau derrière pour la réalisation des travaux. Donc, c'est grâce à ces clients et à cette petite coupure, quoi, où on s'est posé, on s'est dit, mais oui, en fait, c'est maintenant, c'est là, on va changer, on va faire plus que la conception. Et c'était génial. Et du coup, est-ce que vous avez eu peur, vous avez quand même eu peur de vous dire que forcément ton chiffre d'affaires il va baisser dans un court terme parce que quand tu fais les travaux, tu vends forcément plus cher que juste la conception? Non, la seule peur qu'on a eue, c'était de se dire j'espère que les artisans qu'on va
les artisans ou les entreprises qu'on va conseiller, ça va suivre et que ça va plaire à nos clients. En fait, notre seule inquiétude, c'était ça, c'était de se dire, jusqu'à maintenant, les clients, ils ont toujours été contents, ou alors en tout cas, s'il y avait un truc sur lequel ils étaient pas contents, on pouvait tout de suite corriger parce que c'est nous qui le faisions. Et comme ça, on gardait la maîtrise jusqu'à la fin pour que le client soit content. Donc notre inquiétude, c'était ça, se dire, j'espère que ça va toujours marcher et qu'ils seront toujours contents. Mais on n'avait pas peur de l'aspect financier parce qu'on se disait, de toute façon, on sait faire. Donc si jamais ça suffit pas de vendre que les idées, et ben on reprend des chantiers, on recommence, on refait une terrasse par-ci, un jardin par-là, si financièrement il y a besoin. On a toujours tous les outils, on sait toujours faire, donc non, ça ne nous faisait pas peur. Ah, super. Et est-ce qu'il y a des moments où tu t'arrives dans un jardin, enfin vous arrivez dans un jardin parce que vous venez du coup toujours tous les deux, et où vous vous dites non mais là on n'a vraiment pas d'idée. Ça vous est déjà arrivé? Alors, c'est arrivé une seule fois qu'on disait à quelqu'un qu'on ne pouvait pas dessiner son projet, mais c'était pas parce qu'on n'avait pas d'idée, c'était parce qu'au niveau du budget et de tout ce qu'il y avait à faire, ben on savait que ça marchait pas. Vraiment, c'était un jardin qui avait été massacré, qui avait été bétonné. Et par rapport au budget de la personne qui voulait qu'on travaille sur le projet, on savait en gros les coûts qu'il y avait rien que pour réouvrir les dalles, évacuer les matériaux, les gravats, tout ça. On savait que ça le faisait pas. Donc on lui a donné juste des conseils en lui disant voilà, nous ce qu'on ferait c'est plutôt que d'essayer de tout garder en pot et ça pousse pas, il faudrait rouvrir le sol à certains endroits pour récupérer la pleine terre. Voilà, on lui a donné des conseils en gros, mais on lui a dit que nous on pouvait pas dessiner le projet, ça rentrerait pas dans son budget. Ouais. Mais non, c'est jamais arrivé qu'on ait zéro idée. Non, bon, tant mieux. Ça m'étonne pas, mais bon. Mais ça, c'est vrai. D'ailleurs, c'est un vrai sujet. Tu vois, nous, on l'a vu dans le jardin là. En fait, on n'imagine pas, en fait, quand on n'est pas dans l'univers du bâtiment, quoi, que casser du béton, que casser, en effet, enlever des gravats, des machins et tout, ça te coûte une fortune, quoi. Moi, quand je me rappelle, on a dû casser un escalier en béton. Le bel escalier que tu avais pris en photo. Tu te dis, mais je sais plus le prix que ça nous a coûté, mais en effet, c'est une folie, quoi. Ça te coûte limite aussi cher de le démolir que de le faire, quoi. Exactement, surtout quand c'est des accès compliqués. C'est ça en fait qui fait que c'est cher. Parce que quand on travaille dans des petits espaces qui vont être urbains, des jardins ou des terrasses, c'est une problématique récurrente. L'évacuation des matériaux, de la terre ou des gravats, ça va coûter cher. Après, si on est dans un jardin où l'entreprise, elle peut venir avec son camion, reculer jusqu'à l'endroit où on a cassé pour évacuer. Du coup, c'est pas les mêmes coûts. C'est pas la même chose. C'est vrai que quand on est sur des petits espaces, c'est une contrainte. S'il faut accéder à la maison par un escalier, se garer dans une rue où on peut pas se garer, tout ça coûte plus cher. Quand tu habites dans une impasse et que tu as ton jardin en moins 1, c'est pas top. Donc c'est pour ça que quand c'est possible, on essaye toujours de réutiliser les matériaux. Comme chez vous, il y avait des jolies pierres. On a dit, ce serait bien de les réutiliser sur l'avant. On pourrait les poser. Bon, finalement, je crois qu'il y en a eu trop, mais on essaye en tout cas toujours de réutiliser au plus les matériaux s'ils sont beaux. Ou alors, parfois, si on ne veut pas les mettre en valeur parce qu'ils sont pas beaux et qu'il y a besoin, on peut aussi les utiliser en les enfouissant. Par exemple, je sais qu'il y avait un jardin où c'était beaucoup trop plat, c'était ennuyeux et on allait casser quelque chose. Donc, en fait, on a utilisé une partie des gravats parce qu'il fallait qu'il y ait de la terre aussi, mais une partie des gravats pour créer une butte à un endroit et du coup faire du volume, planter sur cette butte et isoler les gens de la rue. Ça peut être une astuce aussi. Des fois, on va trouver des astuces comme ça. Ouais, il faut être malin. Quand on peut. On peut vraiment pas. Il faut les évacuer. Ouais. C'est quoi pour toi la réussite ? C'était très subjectif parce que il y a sûrement des gens autour de moi, par exemple, qui ont plus réussi financièrement. Mais pour moi, la réussite, c'est quand tu es heureux dans ce que tu fais. Et comme je disais, je sais pas compter, je sais que je gagne quand même ma vie. Donc ça, c'est déjà bien. Mais surtout, la réussite, pour moi, elle est importante dans le sens où je fais quelque chose que j'aime. En plus, on travaille en couple. En plus, on s'aime, donc ça, c'est cool. On se fâche pas, c'est très important. Ouais. On nous pose souvent la question, mais on ne se fâche pas, même si on travaille ensemble. Travailler en couple, ça va, il n'y a pas de... Non, en fait, il y a eu un moment, quand je disais, quand on était très fatigué physiquement, où il y a eu des tensions, parce que forcément, mais c'était pas des tensions liées à nous, c'était des tensions liées au moment, parce que t'es sur un chantier, que t'es fatigué, que tu t'es fait tomber un truc sur le pied, qu'il faut encore monter plein de sacs de terreau. C'est ça, c'était des tensions liées au moment. Mais sinon, travailler en couple, moi, je trouve ça génial. Je sais pas si tout le monde pourrait le faire, mais un jour, on avait parlé avec des photographes qui travaillaient en couple, c'est les Bois-Gontier, et tous les deux, monsieur et madame Bois-Gontier, donc ils sont photographes beaucoup pour
Art et Décoration, pardon, et d'autres magazines. Ils travaillent en couple tout le temps. Même quand il n'y en a qu'un des deux qui est missionné sur un shooting, et ben, ils y vont tous les deux, parce qu'ils ont chacun leur approche. Et on en avait parlé avec eux, et ils nous avaient dit, c'est drôle, on nous pose aussi la question de savoir si c'est pas trop dur de travailler en couple, alors qu'avant, et là on remonte encore à nos grands-parents, arrière-grands-parents, ben, on travaillait en famille, beaucoup en couple ou en famille, et c'était la norme, et ces personnes trouvaient ça bizarre. Le boulanger, c'était le monsieur, et la boulangère, c'était la dame, voilà. Et finalement, un foyer, une maison, travaillait au même endroit, au lieu de prendre chaque matin une voiture pour partir dans un sens complètement différent, travailler chacun de son côté et se retrouver que le soir. Donc, il nous avait fait cette réflexion qui était intéressante de se dire que c'est pas plus bizarre, en fait, c'est peut-être plus bizarre au contraire de travailler chacun de son côté dans des domaines complètement différents et de se retrouver que le soir ou pas le soir parce qu'on travaille trop tard. Donc finalement, on s'était dit, ah bah oui, c'est pas si bizarre. Oui, puis après, ça dépend, je pense, vraiment des caractères. Et puis moi, je sais que nous, pour le coup, on a déjà travaillé ensemble et tout. Et puis, moi, ça fait partie de mon modèle familial parce que mes parents bossent ensemble. Mais je sais, moi, j'ai plein d'amis qui me disent, mais jamais on pourrait bosser ensemble. Et puis même, ils partitionnent vraiment leur vie. Tu vois, le soir, ils ne parlent jamais de travail, ni de l'un ni de l'autre. Ouais. Donc, limite, tu poses des questions à la femme de ton mari. En gros, c'est quoi son job? Ah, je sais pas. Je m'en fous. Ah, ok, d'accord. Ils savent pas expliquer. Ouais, c'est fou. Puis ça les intéresse pas, en fait. On a les mêmes clients, les mêmes choses en cours et tout, donc on les a dans la tête. Après, ça ne veut pas dire qu'on en parle tout le temps pour autant. Le soir aussi, oui, vous arrivez quand même à en parle pas. Ouais. Exactement, ouais. Et ça nous arrive régulièrement de recevoir, tu sais, le petit mail un peu chiant ou le truc que tu reçois pendant le week-end où tu te dis « Oh !» Mais en fait, tu le dis pas à l'autre parce que c'est comme ça, même si tu pourrais lui dire tout de suite parce que c'est justement, ça le concerne aussi, ou il va falloir trouver une solution, ou j'en sais rien, ou refaire le projet, et tu le dis pas parce que c'est comme ça, en fait, tu compartimentes même si tu gardes des moments de pause. Qu'est-ce que tu penses que la petite Claire de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Waouh, elle habite à la plage. Parce que ça, c'est un truc qui m'aurait fait vraiment rêver. Ouais. Elle habite à la plage et elle dessine toujours. Ça, c'est bien. Parce que du coup, là, vous avez déménagé, vous avez quitté Marseille cet été. On a quitté Marseille, oui. Donc, grand changement de vie parce que on est passé d'ailleurs à côté de la Seine-sur-Mer il n'y a pas longtemps et on s'est dit, mais en fait, c'est quand même loin de Marseille. En fait, vous êtes plus proche de Marseille, en fait. Oui, en fait, on habite à 50 minutes de Marseille, à la Seine-sur-Mer, dans un petit quartier qui s'appelle Fabregat et qui est vraiment très, très, très tranquille. En fait, c'est pas vraiment un quartier, c'est plus des collines qui se finissent en plage, donc ça ressemble bien. Au début de l'interview, je parlais des collines et là, je parle de la plage. C'est les deux choses qui me plaisent le plus. Je suis dedans, donc c'est super. Et on a adoré vivre à Marseille. C'est vraiment une ville extraordinaire. En plus, c'est une ville qui nous a permis de créer Slow Garden parce que là-bas, c'était possible parce qu'il y avait le potentiel, avoir de la place pour travailler, ça coûtait pas cher, avoir une voiture, c'est possible. Tout ça, je compare par rapport à Paris, hein, bien sûr, qui était notre ville de départ. Tout ça, ça devient possible. Donc, grâce à Marseille, on a pu faire Slow Garden, on a pu avoir plein de copains et on s'y est beaucoup plu. Mais il y a un moment, en fait, où comme tous les deux, on vient de la campagne, et je disais que quand je sortais de chez moi, je pouvais directement aller courir dans les collines, et ça me manquait. On avait envie de retrouver ça, de pouvoir aller sans prendre la voiture ou la moto, pouvoir aller marcher et avoir un horizon dégagé. Et ça, on s'est dit voilà, il faut que maintenant, on a bien refait notre maison de Marseille, elle est jolie et tout, elle est finie, on va la revendre et partir. C'est le moment pour partir. On se sentait prêt pour repartir sur autre chose. Donc voilà, donc on a vendu la maison de Marseille. Et on est parti s'installer à la Seine-sur-Mer et dans une maison qui est en fait pas du tout ce qu'on cherchait, mais on a acheté l'emplacement. On s'est dit ça c'est vraiment l'endroit qu'on adore. On sort de chez nous, on prend le petit chemin piéton, on arrive sur la plage. C'est magique. Même pas 300 mètres de la plage. Et puis c'est pas une plage, c'est vraiment la plage paradisiaque, quoi.
C'est une plage sauvage, c'est ça que j'aime. Il y a pas d'établissement sur la plage qui mettent des matelas pour quadriller la plage. C'est libre en fait. C'est une plage sauvage. Il y a plusieurs d'ailleurs dans le coin. Il y a plein de petites criques secrètes que je dis pas. Il y a plein d'endroits où il faut marcher un petit peu dans les rochers. Et on trouve des super endroits, et des balades à faire. Et ça, c'était un gros changement. Donc, du coup, on a acheté une maison où on recommence tout dans les travaux et le jardin, mais c'est pas grave parce qu'on aime ça. Ouais, vous avez une piscine énorme. Une piscine énorme, ouais. Ouais. Je pense que je l'aurais jamais dessinée aussi grande. C'est ridicule, une piscine aussi grande. Mais on a plein d'idées pour aménager les abords de la piscine, planter, revégétaliser aussi, parce que cette maison, elle a été c'est trop maçonné, en fait. Souvent le pratique prend le dessus c'est dommage, sur le jardin. Et on va rouvrir beaucoup d'endroits pour récupérer plus de terre, planter. On va retransformer tout ça en jungle comme dans notre ancienne maison. Super, hâte de voir ça sur Insta ou sur le blog. Dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi, du coup, toi, tes renoncements dans ta vie, notamment là en vivant à la Seine-sur-Mer ou en ayant créé Slow Garden? Alors, le renoncement en créant Slow Garden, c'était d'abandonner du coup le textile, le domaine du textile qui me plaisait beaucoup. J'aimais bien, moi, toute la partie tissage, dessiner du motif, vraiment cette toute petite partie qui fait la base d'une collection mais qu'on voit plus quand une collection mode ou maison arrive. C'est la base en fait. C'est au moment où on a choisi les couleurs, la gamme de couleurs, le type de tissage, les impressions. Est-ce que ça va être, je sais pas, un motif en all-over ou est-ce que ça va être un motif placé sur un t-shirt. Toutes ces choses-là, j'aimais beaucoup travailler sur ça. Donc des fois, j'ai des copines de l'école qui travaillent encore dans ce domaine-là et parfois quand je vois sur ce qu'elles font, ça me fait un petit peu envie. Mais j'ai la chance d'avoir pu continuer à dessiner et ça, c'est super. Donc maintenant, je dessine des jardins, je dessine des plantes. Donc il y a des feuilles, il y a des couleurs, il y a des fleurs. Parfois, je dessine même encore sur les murs ou sur des vitrines pour des magasins ou dans des jardins. Donc il y a une continuité quand même si elle est plus appliquée au domaine du textile, il y a une continuité, donc ça va. Mais parfois, ça me manque un peu le côté vraiment textile, quoi. Et d'ailleurs, parce que vous commencez à avoir à Marseille une vraie notoriété et puis, vous avez créé une vraie marque. C'est pas quelque chose que tu pourrais envisager de faire une collab justement avec des boutiques un peu trendy à Marseille, avec vos propres, par exemple, coussins ou textiles? Ça me fait rêver, j'y ai déjà pensé. On ne nous l'a jamais proposé. Mais j'ai déjà pensé, je me suis dit, si un jour il y avait une collection de tapis outdoor ou de coussins, ça serait génial. Slow Garden, j'aimerais beaucoup. Ouais. J'ai plein d'idées. Bon. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas la chaîne de production, donc il faut trouver les gens qu'il faut faire en partenariat. Voilà. Ouais. J'ai une idée d'une marque qui est de la région. On en parlera tout à l'heure hors micro. Bon. Ça marche. Mais tu sais, il faut souvent, c'est des choses comme ça, il faut que ça vienne des gens, parce que sinon, soit c'est des rencontres, soit il faut que ça vienne des gens qui ont la capacité de produire les choses. Parce que c'est rare que ça marche quand c'est toi qui les démarches, qui essaye de leur vendre une idée. Il faut que ça, voilà, soit c'est eux qui viennent vers toi, soit il faut avec telle ou telle personne. Oui, quand tu sais que ça peut matcher. Ouais. Mais c'est vrai que ce serait chouette. Ce serait une façon de revoir, de connecter Slow Garden au textile. C'est clair. Ça serait la boucle serait bouclée. Ça a été quoi pour toi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans les 13 dernières années de Slow Garden? Physiquement. Il y avait un moment, en fait, là je parle de quand on faisait la réalisation des chantiers, il y a un moment où physiquement, en fait, mon corps, il voulait plus. Même si je suis quand même je bouge beaucoup, je vais pas dire que c'est pas que je sois sportive, mais je suis en bonne santé et je bouge souvent, mais physiquement, il y a un moment où mon corps, il voulait plus aller sur les chantiers. J'étais tellement fatiguée parce qu'on portait vraiment beaucoup, quoi. Là, je parle de porter des tonnes de sacs de terreau, et quand je dis des tonnes, c'est quand le camion il arrive, il livre une tonne et après on va, alors petit à petit, mais on va bouger cette tonne pour la porter sur le toit terrasse, en passant par des petits escaliers, en portant souvent mal parce qu'on peut pas bien se tenir, parce que c'est étroit, donc physiquement j'avais très mal au dos et j'étais épuisée. Et quand on est épuisé physiquement, après ça commence à attaquer un peu le moral aussi.
donc ouais, avant, donc il y a peut-être 4 ans, 3-4 ans avant qu'on fasse le changement, physiquement j'étais vraiment épuisée et je sentais que ça commençait aussi du coup à peser sur, enfin pas peser, mais à faire que les rencontres avec les clients étaient moins sympas. J'étais moins motivée en fait. Je pense que j'étais fatiguée, donc ça devait se sentir que moi j'étais fatiguée physiquement et j'étais moins motivée. Voilà, ça c'était le moment dur. Donc heureusement qu'on a réussi à faire cette balance, parce que sinon soit il aurait fallu qu'on trouve quelqu'un pour me remplacer, mais c'est vraiment pas facile de trouver quelqu'un qui quelqu'un de travaille fiable et comme tout. toi, qui voilà, qui soit il fallait changer de métier, j'avais pas envie. Ouais. C'est quoi tes plus grandes peurs dans la vie d'entrepreneur du coup? Juste, ouais, c'est trop important pour moi de faire quelque chose qui me plaît, de pas s'embêter, pas se forcer. Enfin, faut forcément se forcer un peu à des moments, mais que ça reste frais, quoi, que ça reste quelque chose où tu as envie d'y aller. C'est pour ça que là, quand physiquement ça m'a pesé, je me suis dit mince, là ça marche plus. Je le voyais pas comme ça marche plus. J'arrivais pas à essayer. Vraiment, il y avait des moments à la fin de la journée, j'avais envie de pleurer, quoi, tellement j'étais épuisée. Et ça m'a fait peur parce que je me suis dit, ouais, le truc qu'on a imaginé qui commence à marcher, et ben là, on n'arrive plus à le faire. Enfin, moi, j'arrivais plus à le faire. Lionel, il s'arrête jamais, c'est une machine. Mais moi, j'y arrivais plus. Non, je pense qu'il prenait plus sur lui et que ça devait être dur aussi. Mais... Donc ça m'a fait peur de me dire tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, la notoriété qui commence à s'installer, tous ces exemples de chantier avant-après, ça va servir à rien si on n'arrive pas à continuer. Donc ça m'a fait peur. Mais je l'avais pas projeté, donc du coup, j'avais pas eu peur avant. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? D'avoir fait tout seul. C'est pas mal, je trouve. Forcément, les parents, mes parents, en tout cas, ils nous ont toujours encouragés. Mes parents de Lionel aussi, hein, bien sûr. Mais peut-être ils étaient moins, moi, j'ai moins interagi avec eux, donc je me rends moins compte. Mais on a fait tout seul, financièrement, de A à Z. Toujours. On n'a rien demandé à personne. On demandait des conseils techniques, mais pas, on a toujours tout fait tout seul. Voilà, on s'est débrouillé et on n'a pas mis, on n'a pas fait prendre de risques à des autres gens. On a fait tout seul et ça, je trouve, c'est cool. Ouais. Si tu rencontres une personne demain qui connaît pas du tout ton histoire et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre? C'est rigolo parce qu'on nous l'a beaucoup dit quand on est parti de Paris, donc je sais déjà ce que je répondrai parce que quand on est parti de Paris, beaucoup des amis en plus, hein, parfois ça peut être des amis qui te disent ça, ils te disent ah mais oui mais vous avez de la chance, vous êtes parti de Paris, comme si c'était un truc pouf ça nous était tombé dessus. Non, pas du tout. Quand on est parti, c'est une décision qu'on a prise. Je me souviens que quand on a visité tout notre appartement et que c'était le dernier jour où on pleurait tous les deux, on avait peur quoi aussi, hein. Mais c'était excitant en même temps. Donc la chance, il y a sûrement une part de chance, mais c'est toi qui dois la déclencher, hein, ça c'est sûr. Ça c'est, tu peux la lancer. C'est clair, surtout et même en si fait, ça marche pas, tu peux la relancer plusieurs fois. Ouais, carrément. Et c'est fou parce que le fait de vivre à Marseille, clairement, ça fait rêver beaucoup de gens et nous aussi. Il y a plein de gens qui nous ont dit ah mais vous avez de la chance, vous allez vivre là-bas, mais je vois pas en quoi démissionner, trouver un job, c'est de la chance. Excusez-moi, mais je vois pas. Pas de la chance. Si peut-être la chance qu'on avait, c'était d'être deux. Ça, je veux bien l'entendre parce que j'ai des copines aussi qui ont eu envie de faire pareil et c'est plus impressionnant si tu le fais seul qu'à deux, mais c'est quand même possible de le faire tout seul, ça c'est sûr. Et donc la chance qu'on avait, c'était peut-être d'être deux et d'être soudés, d'être deux. Mais pareil, c'était pas que une chance, c'était aussi parce qu'on avait décidé de se lancer tous les deux, qu'on a pris plusieurs fois la décision de continuer tous les deux, tout ça. Donc c'est pas que de la chance. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui? Avoir plus confiance en soi. Des moments où il y a des gens qui peuvent te mettre un peu le doute. Mais en même temps, douter, c'est pas mal aussi parce que comme ça, t'es plus méfiant sur certains trucs et tu apprends tout le temps, en fait. Mais avoir confiance en soi, vraiment se dire qu'on est capable de faire les choses et que si jamais on n'y arrive pas tout de suite, c'est pas grave et recommencer. Donc, ouais, non, vraiment avoir confiance en soi. Vous avez eu des détracteurs quand vous vous êtes lancé et même là dans les 13 dernières années? On a eu des choses qu'on n'a pas compris, des fois des clients,
c'est pas c'est arrivé une seule fois, mais une cliente qui a pas été contente et qui, au lieu de le dire, a essayé de nous a envoyé un avocat. Je me suis rendu compte après que c'était son voisin. Enfin, c'était vraiment un truc tout pourri pour essayer de nous faire peur parce qu'elle voulait le remboursement, parce qu'elle n'avait pas aimé ce qu'on lui avait proposé. Alors que moi, j'avais la preuve même écrite qu'elle disait merci pour le projet, j'ai beaucoup aimé. Enfin, en fait, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Je crois qu'elle s'est fait monter la tête par quelqu'un. Après, même si elle avait aimé ce qu'on lui avait montré, quelqu'un après lui a dit non mais tu te rends compte, peut-être je sais pas, quelqu'un de son entourage lui a dit non mais tu te rends compte, ça répond pas à ce que tu voulais ou ce que je voulais, je sais pas. En plus on avait fait peut-être l'erreur de la rencontrer qu'elle et pas son mari parce qu'il travaillait beaucoup et c'est pas vraiment un détracteur mais quand même elle nous a nous poser beaucoup de questions parce qu'on s'est dit comment ça se fait qu'elle soit si insatisfaite alors que tous les gens qu'on rencontre sont satisfaits. Et quelque part, elle nous a bien embêtés, mais elle nous a rendu service parce que on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de conditions générales de vente et que c'était pas bien de travailler comme ça. Et donc, grâce à elle, on a consulté une avocate géniale à Marseille qui nous a expliqué tout ce qu'on devait faire pour se protéger de ce genre d'individus qui cherchent à t'embêter alors que c'est pas justifié en plus. Donc, du coup, on a rédigé des conditions générales de vente béton grâce à elle. Donc, finalement, c'était un mal pour un bien. Oui, de toute façon, ça permet de grandir. Voilà, je pense qu'elle a été, je sais pas, frustrée dans quelque chose ou remontée par quelqu'un d'autre contre nous et finalement ça nous a permis en effet de grandir. Ouais. C'est quoi On n'a jamais compris. Ouais, il y a des trucs comme ça parfois. Ouais. Et c'est pas des choses graves. Non, tant mieux. Si t'entends que ça se finit bien, c'est ce qui compte. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ouais, ça revient un peu sur le côté indépendant. Mais que si tu n'arrives pas à faire quelque chose, je sais pas comment dire, oui. C'est quand tu as un projet, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, à le mettre en place, d'être patient et tu vas trouver de toute façon une façon peut-être un peu détournée ou différente de ce que les autres ont l'habitude de faire. Ouais, de pas lâcher, quoi. Quand tu as quelque chose en tête, même si tu n'arrives pas à le faire tout de suite, tu le gardes, il faut pas l'oublier. Et peut-être que tu pourras le faire plus tard ou peut-être que ça va se faire un peu autrement, mais pas lâcher. Ouais. Super. Et donc là, aujourd'hui, c'est quoi tes prochains défis? Alors, les prochains défis, le fait d'avoir quitté la ville, d'avoir quitté Marseille, on aimerait pouvoir travailler de façon encore un peu plus indépendante, c'est vraiment très très indépendant, parce que on a quand même besoin bien sûr toujours d'être connecté à nos clients, mais on travaille de plus en plus à distance. Ça veut dire qu'on va dessiner une terrasse ou un jardin si le lieu s'y prête. Attention, c'est pas toujours possible, même si on n'y va pas physiquement. Parfois, on a déjà dessiné des jardins, une terrasse à Bruxelles, un petit jardin, c'était à Lisbonne, ou plusieurs jardins en région parisienne, mais complètement à distance. On n'y est jamais allé vraiment physiquement. Tout va se passer par Internet avec les clients. Ils vont nous envoyer en fait des photos. Grâce à Google Earth, on peut bien sûr prendre compte de tout l'environnement et tout. Parfois, il y a des gens qui me contactent et qui me montrent un lieu et je leur dis non mais là c'est pas possible, il y a trop de dénivelé, ou il y a des grands arbres, il faut qu'on vienne en vrai. Mais donc quand c'est comme ça, on peut pas le faire. Mais il y a plein d'endroits qui s'y prêtent, qu'on peut te faire à distance. Et c'est vrai que ça nous plaît bien parce que c'est comme si ça ouvrait encore un peu plus les possibilités du nombre de lieux qu'on pourrait repenser. Et donc développer cette partie-là, ça nous plaît bien. Mais on aura toujours besoin de rencontrer nos clients en vrai, d'aller dans des vrais jardins et tout en vrai. Donc les deux. Mais ce serait intéressant de développer plus ça. Et comme ça fait déjà quelques temps qu'on travaille à distance, il y a une autre idée qui a émergé, c'était de faire un petit peu comme des tournées. Je sais pas comment expliquer ça, mais prévenir en fait les gens. Voilà, du temps au temps, nous serons sur, je sais pas, n'importe quoi, la région de Perpignan ou de Nantes. Et puis prendre des rendez-vous avec des clients pour qu'ils aient pas à payer notre déplacement. Ouais, mutualiser. On charge le déplacement, voilà, c'est ça. On l'intégrerait dans ce mouvement et pour pouvoir rencontrer plusieurs personnes sur une région. Ça, je trouve que ce serait chouette. Comme ça, tu rencontres les gens en vrai. Et tu reviens avec plein de nouveaux projets, c'est génial. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que vous aimeriez faire à quelle échéance?
On aimerait bien le mettre en place, si c'est possible, pour le printemps prochain. Ouais, génial. Bon, du On coup, a déjà fait des sondages, en fait, sur Instagram. On a déjà fait ouais. des sondages parce que maintenant, c'est beaucoup par Instagram qu'on va rencontrer nos nouveaux clients. C'est une super vitrine. Il y a le côté instantané qui permet de montrer aussi des projets en cours quand on travaille que ce soit travailler sur une 3D ou visiter un chantier. Donc c'est vraiment super et ça permet d'avoir aussi d'interagir avec les gens, bien sûr, et d'avoir leur retour. Et on avait testé un peu ça en demandant voilà si on se déplaçait, si Slow Garden venait dans votre ville ou région, est-ce que ça vous intéresserait et si oui, quelle est votre ville. Et du coup on avait fait un petit sondage comme ça, on avait eu vachement de retours. Et aujourd'hui encore, de temps en temps, les gens me relancent en me disant alors, quand est-ce que vous faites le truc de donc il y a je pense, un intérêt des gens. Donc ça, super. Ça pourrait être chouette. Et une question là qui me vient, c'est que quand on te rencontre, on se dit que tu es plutôt quelqu'un qui est... alors, je ne sais pas si le mot c'est timide, mais plutôt réservé. Ah oui, complètement. Ouais. Et le fait que mine de rien sur Instagram, tu partages quand même beaucoup de choses de votre vie avec Lionel, avec enfin voilà sur votre vie privée. Ça c'est quelque chose. Comment le fait d'être réservé, comment tu t'arrives à gérer la chose? En fait, je pense que c'est plus facile de le faire quand tu le fais à distance. Mais c'est pas pour moi, c'est parce que c'est connecté avec notre travail. C'est un tout, quoi. Comme on dit, un art de vivre. C'est ce qu'on fait au quotidien quand on va faire une balade et que on va, je sais pas moi, ramasser des cailloux, regarder les plantes. C'est un peu la suite de quand on dessine un jardin et qu'il y a toute une partie où il va y avoir des plantes de rocaille et des galets. Et donc, les balades ou les choses qu'on fait, c'est un peu la suite du travail. La maison, donc les choses plus perso, acheter une nouvelle maison, la rénover, quelque part c'est connecté aussi au travail parce que j'ai envie de le montrer en tout cas parce que c'est un défi, surtout que celle qu'on achète est bien moche. Donc c'est un défi, tu vois, de dire à nos clients si vous avez un jardin qui est dans cet état ou une maison qui ressemble à ça, vous pourriez faire ça, c'est possible, on peut changer comme ça, des astuces de déco et tout. Donc et puis après il y a l'aspect plus couple, mais finalement les gens quand ils nous rencontrent tous les deux. Donc, se montrer tous les deux, ou quand je montre Lionel, ou quand on se montre en photo, c'est aussi les gens ils vont nous rencontrer en vrai après. Donc, ils ont un peu l'impression de nous connaître. Parfois, c'est rigolo. Ou ils nous demandent des nouvelles de nos travaux ou de notre estafette. Est-ce qu'elle va bien? Quand est-ce qu'on repart? Votre estafette, c'est votre van. C'est le petit van aménagé avec lequel on voyage. C'est drôle, c'est plutôt. Et je crois que pour moi, du coup, c'est facile parce que comme je parle pas beaucoup et que je suis un peu timide, comme ça, les gens nous connaissent un peu déjà sans que j'ai besoin de parler en vrai. Et donc, si des personnes se disent « Tiens, mon jardin ou ma terrasse ont besoin d'un petit coup de relooking », comment ils te contactent? Comment ils vont voir ton travail? Alors aujourd'hui, je pense, je peux dire 80%, je pense, des gens arrivent par Instagram. C'est vraiment donc sur le compte Slow Garden, un média qui est sur le compte Slow Garden qui en fait s'appelle My Slow Garden parce que Slow Garden était déjà par, je crois, un restaurant japonais d'ailleurs qui a l'air très sympa. Et donc c'est My Slow Garden sur Instagram, mais si on tape Slow Garden, on trouve aussi. Et oui, il arrive beaucoup par ce biais parce que c'est un super média parce qu'il est très visuel. Et nous, ce qu'on fait, c'est très visuel. Donc ça marche. Les gens voient quelque chose qui leur plaît. Parfois, ils vont juste l'enregistrer sans forcément nous suivre. Mais si un jour ils ont besoin d'avoir une info, ça peut être elle fait quelle taille cette piscine ou c'est quoi le nom de cette plante. Moi, je suis très réactive, je réponds, je donne des conseils. Et du coup, ça fidélise les gens, ça leur donne envie d'en voir plus. Et ils nous contactent beaucoup via Instagram. Alors après, je peux pas, tant que c'est sur ce réseau, je peux pas être très précise. Donc il me faut des images des jardins ou des terrasses pour pouvoir leur en dire un peu plus sur ce qu'on pourrait faire, combien ça coûterait, tout ça. Donc après, on passe par forcément un échange on va s'appeler ou ils vont m'envoyer des images. Mais beaucoup de gens arrivent par Instagram. Ok, super. Bon top. Comme ça, je mettrai aussi les liens sur Instagram et puis sur le blog. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de te dire merci et pourquoi? À qui j'ai envie de dire merci?
À tous les gens dont j'ai parlé pendant qu'on était en train de discuter ensemble, donc c'est beaucoup la famille, les grands-parents qui avaient le jardin potager qui sentait bon, je sais pas, moi, mes parents qui sont allés vivre dans un super endroit avec des collines où j'étais bien, et mon chéri, Lionel, avec qui on a pu faire tout ça et qu'on continue de pouvoir aménager, faire grandir ce garden et aussi notre nouveau projet de vie. Donc ça, c'est super. Et après, les gens qui nous entourent, les clients, on a parlé d'une expérience qui était un peu déroutante, mais sinon, la plupart du temps, nos clients, c'est génial. En fait, à chaque fois, c'était des nouvelles rencontres, ils sont trop gentils, ils nous poussent vers le haut, quoi. Ça, c'est trop bien. Nous, on était tellement contents qu'on est revenus. Hein. Voilà, c'est un bon exemple. Eh ben, merci beaucoup Claire, à très vite j'espère. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si le podcast vous plaît, ne ratez aucun épisode en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi et à jeudi prochain.